Okay, 10-4. The two of them are going to come in together in their car, red Honda. Yeah. Okay. Ils vont arriver dans une voiture rouge. Cette rue, un des lieux connus du petit trafic de la drogue. The undercovers just told the sergeant that they're in the area, they're ready to come in. And the sergeant is checking with all the cars to make sure everybody's in the right places to be prepared to come in and make the arrest. Dans la voiture rouge, deux policiers en civil vont essayer d'acheter de l'héroïne. C'est un piège. All right, the fellow that talked to him before came back, and he's telling them, he's telling them to stay there or move up a little bit. They probably went to get the stuff, and they told him to come back around. See, so there he is now. Now I don't know what he's telling them. He's probably telling them we don't have it, or we have it, or you're gonna have to wait, or. Yes, he have it. Let's see. He's showing him his good conduct medal or something. Maybe he's trying to get them to give the money in advance. Sometimes they try to do that. See, they ask for the money up front, That's what he's asking for. Yeah, he's trying to get them to give the money. That's why he's showing them his wallet, showing them who he is. But they're not going to buy that. They're not going to give him no money up front. I hope they don't. Anyway. No, he ain't giving no money. No. I can see by the way Jimmy is. No, they're shaking their heads. No. So he's gonna. Now he's gonna see what he can do. He's gonna try to hustle up some stuff. Well, the guy told him to stay there. He's walking down the block. Now he's got a gray sweater. It's got black trim on the front and the pockets. He's got a white hat on, baseball type cap with the little vents in it. You know, the little air things for air. And he's got light blue dungarees, and he's got white. Looks like black and white sneakers. De la camionnette camouflée où nous nous trouvons, un inspecteur fournit par radio aux autres policiers qui vont intervenir une description détaillée du vendeur. Yeah, very thin beard running around there. No There's a very thin beard running down to his chin. Okay, looks like the deal's like down to somebody walking away from the car. Uncles are leaving, subject standing on 9th Avenue, there's a doorway, right corner, the bar there. That's the white hat, right, Uncle? Okay, we got it. Come on in, take him. Entre-temps, 50 mètres plus loin, deux autres voitures de l'arrivée sont arrivées. Le fournisseur de drogue est arrivé. They got the plastic bag. That's the guy. That's this guy. The guy with the plastic bag. All right, now what we're going to do now, we got a fine. We got the guy that gave the undercovers the drugs. Yes. And we got the guy that we believe that gave him the drugs. Yes. Okay. So they're going to take him to an area away from here, and the undercover will identify them. All right. Okay, turn him around, Chris. This guy had the money, huh? Single on the seller and the 20 on this guy. All right. He took $1. He kept $1 of it. And here's the guy who had all the money. Okay. And he also had, what's this, hash? Hash roll. Nah, that's not hash. Open up the bag. What is it? This is pennies inside. Pennies would go clink. Open up. Open it up. Goes So thud. they can see it. I've played with this long enough. It's all over my hands. There. His, bingo on the 20. Open it up so they can see it. The lab can see it. That's what we pay them for. Let them get their hands All dirty. right. Let them look at that. Who were you born, Puerto Rico or New York? You single or married? Single. You use drugs? This is only preliminary search. We get search completely downtown. We just make sure. Long time no see. We went to your house, college. We couldn't find you. We'll run right down to court. New York est certainement au monde la ville qui consomme le plus de drogue, de toutes les drogues, de la moins nocive comme la marijuana jusqu'aux drogues les plus dures comme l'héroïne ou la morphine. En ce qui concerne la marijuana, par exemple, le président Carter lui-même a admis un jour qu'il y avait à peu près 40 millions d'Américains
qui avaient essayé au moins une fois de fumer de la marijuana. 40 millions d'Américains, ça veut dire presque le quart de la population des États-Unis. Et puis on estime qu'il y a aux États-Unis environ 20 à 22 millions de fumeurs réguliers, c'est-à-dire à peu près 10% de la population. Alors la marijuana est très répandue, c'est une drogue tout à fait banalisée et elle a été décriminalisée. Et alors là, il y a une contradiction dans l'attitude du gouvernement, des autorités américaines, parce que d'un côté, on a décriminalisé l'usage de la marijuana, c'est-à-dire qu'on ne punit plus le petit consommateur, mais ça reste un produit illégal et donc il y a un trafic puisqu'il y a une très forte demande. Et puis le deuxième produit qui est très répandu, la deuxième drogue qui est très répandue et qui représente énormément d'argent, c'est la cocaïne. C'est une drogue beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus chère. Alors on estime que le produit de la vente de la cocaïne aux États-Unis en une année s'élève entre 12 et 15 milliards de dollars. En ce qui concerne la marijuana, on estime que le produit de la vente de la marijuana aux États-Unis s'élève entre 12 et 20 milliards de dollars. Donc le marché existe puisque la demande et l'argent sont ici aux États-Unis. Et pour répondre à cette demande, il faut évidemment des pays producteurs. Et parmi ces pays producteurs de drogue, la Colombie vient en tête avec 60% de la marijuana consommée aux États-Unis et qui provient de Colombie, et avec toute la cocaïne produite en Amérique latine qui transite par la Colombie avant d'arriver illégalement aux États-Unis. Finalement, le trafic de la drogue, c'est un rapport économique entre le consommateur et le producteur, mais dans ce rapport économique, ce sont les États-Unis qui sont gagnants parce que ce sont les États-Unis qui ont l'argent, et c'est ici que la plus grande partie de l'argent du trafic de la drogue se trouve investie. Sangre azul y el pobre rojo sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Ñaña Pérez, cultivador, cultiva en la sierra y es un gran fumador. Lo que no importa es dónde se fuma, ni dónde se vende, sino dónde se siembra. Tu patria es mi patria, tu bandera es mi bandera. Gente, gente, tu problema es mi problema. Amarillo es oro, azul sangra azul, y el pobre rojo sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Ñaña Pérez, cultivador, cultiva en la sierra y es un gran fumador. Lo que no importa es dónde se fuma, ni dónde se vende, sino dónde se siembra. Ahora cae marimba la mano. No mires la cámara, no mires la cámara. Le cae la marimba.
Quelles sont les conditions favorables pour obtenir une bonne qualité de marihuana? Por ahí de junio y julio. Sí, Mejor siembra eso. en julio y junio es la mejor siembra y que la coja pequeña el invierno, cuando comience ya a florecer que haga verano. En pleno verano ya sigue poniéndose amarilla, es la mejor que sale. Porque por ejemplo en el mes de diciembre, en el mes de enero, sale totalmente amarilla. La que se coge ahora, la que se corta en estos meses en invierno sale mala, negra. Est-ce qu'il y a différentes qualités de marijuana? Hay diferentes variedades de marimba. El tiempo es el que los divide. La marihuana es la misma, toda es la misma semilla, todo, pero entonces según el tiempo así sale la marihuana, salen distintas clases. Est-ce que des fois la récolte peut être entièrement perdue? Sí, por esa enfermedad se puede perder. Toda se seca villa así. Como no está moñada ni nada. Cuando está moñada no importa que le caiga porque uno mismo trae la trueza y... Esto no sirve ya. Pero ya esto no sirve. Est-ce que vous fumez de la marijuana vous-même? ¿Usted fuma marimba? No. La cultiva pero no la cultivo fuma. pero no la fumo. Non le gusta? No, nunca he llegado a probarla. Qu'est-ce qu'ils pensent des gens qui fument la marijuana? ¿Qué piensas de los gente que están fumando marimba? ¿Qué es lo que es? ¿Qué piensas de los gente que están fumando marimba? Porque le gusta su vicio, ese es un Sí, vicio ese es un que le vicio. gusta cualquiera como fumarse un cigarrillo. A mí me gusta el cigarrillo, a usted le puede gustar la marimba y ese es un vicio común que usted tiene, ¿no? Que quién se lo puede quitar ni nada. Ese es todo, como todo. Ici, c'est la Sierra Nevada de Santa Marta, c'est-à-dire une région montagneuse. Et c'est la région où on produit le plus de marijuana dans toute la Colombie. Environ 60% de la marijuana produite en Colombie provient de cette région. Bon, les plantations de marijuana ici, elles sont très petites. Ce sont 1, 2, 3 hectares disséminés dans cette grande région montagneuse. Cachés, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une culture clandestine. Cachés dans des petites clairières, difficiles d'accès. On ne peut y accéder qu'en venant ici par jeep et puis ensuite en marchant, souvent plusieurs heures. Et puis, les paysans qui vivent de cette marijuana n'ont en principe pas d'autres ressources. On compte qu'il y a à peu près une vingtaine de milliers d'hectares de marijuana plantés dans la région, cachés, et qu'il y a environ 18 à 20 000 familles qui en vivent, c'est-à-dire environ 150 000 personnes qui vivent de la culture proprement dite de la marijuana. Pour comprendre ce que ça signifie pour ces gens, il faut savoir que cette région, avant, au début du siècle, c'était ce qu'on appelait une république des bananes, c'est-à-dire que la fameuse compagnie américaine United Fruit exploitait totalement cette région et que dans les années 50, quand pour des raisons diverses, la culture des bananes n'était plus rentable pour la United Fruit, la United Fruit s'est retirée et a laissé les gens se débrouiller par eux-mêmes. Et alors ça a bouleversé l'économie de la région. Ils avaient très peu de choses à faire. Alors évidemment, quand il y a eu le boom de la marijuana, c'est-à-dire ça a commencé il y a environ une dizaine d'années, mais il y a eu véritablement un grand boom avec la demande américaine depuis environ 6 ans, les petits paysans ici ont choisi de cultiver la marijuana parce que ça leur rapporte plus. Et le paysan que nous avons interviewé ici en est un exemple assez typique. Depuis combien de temps vous cultivez de la marijuana? Por ahí como 2 años. Et en quelle quantité? Combien d'hectares vous avez? ¿Cuál cantidad? ¿Cuántos hectáreas más o menos? Por ahí como 5, 6. Et combien de kilos, combien de tonnes chaque année ça produit? Por ahí unas 5.000 kilos. 5 toneladas. Et combien d'argent ça rapporte à vous 5 tonnes de marijuana? ¿Tú recibes cuánto plata con 5 toneladas de marimba? Por ahí 1,5 millones de pesos. 1,5 million de pesos? Avant de cultiver de la marijuana, qu'est-ce qu'il faisait? Sembrando cafés. Et il cultivait du café. Et est-ce qu'il gagne beaucoup plus avec la marimba qu'avec le café? Combien de fois plus? Gana mucho más con la marimba que con el café. Oh, superior gana más uno con la marimba. ¿Cuánto ves más o menos? El doble. Con el café sí da billete, pero da más billete esto, la marimba. Et la marimba, à qui vous la vendez?
A los gringos. A ustedes. Mais par des intermédiaires. Directamente ou por intermediario? Sí. Intermediario? Quel est son rôle à lui dans le business? Intermediario. Intermédiaire, c'est-à-dire que je contrôle la récolte et quand la marchandise, la marimba, est prête, je quitte les champs pour chercher l'argent. Je reviens ici, j'achète la marchandise, puis je fais suivre. Et combien il achète, à quel prix il achète la marijuana quand elle est récoltée? Quanto compra e a qual precio? Cela dépend. Souvent, j'en achète pour 20 000, 10 000, 50 000, 6 000 livres. Il y a différents prix. Des fois, on l'achète à 200 la livre ou à 300. Par exemple, maintenant, elle se vend à 800 ou à 1000. Est-ce que lui, il est payé en fonction de la quantité qu'il achète? Est-ce qu'il reçoit une commission? Qui est-ce qui le paye, lui? No te voy a decir quién me paga. Me reservo el nombre. A mí me dan la plata, me dan 2 millions. Ça, je ne vais pas te le dire, je le garde pour moi. À moi, on donne l'argent, 2, 5, 10 millions de pesos. Alors je monte au champ, j'achète et je la remets à d'autres. Mon gain dépend de la quantité achetée. Si on me l'a payé 200 et que je la paie 180, il m'en reste 20. Est-ce que c'est un commerce dangereux? Est-ce qu'il y a souvent des règlements de compte, des tentatives de se voler la marchandise? Bastante peligroso. Assez dangereux. Souvent, on peut vous tuer pour l'argent, pour vous le voler ou pour vous prendre la marchandise. On a des problèmes avec l'armée et avec la police. Chacun de nous expose sa vie. Ce n'est pas une petite affaire, mais pour de l'argent, on le fait. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Ce sont les trafiquants eux-mêmes ou c'est l'armée, la répression? ¿Quién es el más peligroso? ¿Los marimberos o el ejército? L'armée et la police. Dans de nombreuses régions, on attend les intermédiaires afin de les tuer et leur voler l'argent. C'est déjà arrivé plusieurs fois, pas tellement dans cette région, mais dans la Guajira. Est-ce qu'on peut payer l'armée pour qu'elle ferme les yeux sur un transport? ¿Es posible de pagar el ejército para que deje pasar un viaje de marimba a algún camión? Je n'en sais rien car cela ne m'est jamais arrivé. Je ne peux pas vous répondre. Mais je pense que c'est possible. Quelle place vous occupez dans la filière du commerce de la marijuana? Simplemente una comisionista. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel genre de travail est-ce? ¿Qué es una comisionista? Es la persona que se encuentra con el comprador, lo lleva donde está la mercancía, donde venden la mercancía. Et comment les gens, les clients, les acheteurs savent que vous êtes une commissionnaire? ¿Cómo el comprador puede saber que tú eres la persona que va a mostrar la mercancía? Tiene que ser conocido. ¿Cómo se hace la conexión? Pues la conexión se hace, supongamos uno tiene amigas en los hoteles, entonces ahí se encuentran con los gringos, como dice uno acá, ¿no? Y entonces así se hace la conexión. Ça veut dire que vous avez des contacts, vous, dans les hôtels ou parmi les chauffeurs de taxi, des gens comme ça? Entonces tú tienes rente dentro de los hoteles, los taxis o los lugares públicos. Exacto, correcto. Et les clients qui viennent, généralement, ils viennent acheter des grosses quantités, des petites quantités? Normalmente los clientes que vienen aquí vienen para comprar pequeña cantidad o grande cantidad. A veces pequeñas, a veces grandes cantidades. Qu'est-ce qu'une grande quantité, par exemple? ¿Cuál es una...? Pequeña cantidad, 500 libras, 1000 libras, 2000, grande, 20.000, 30.000, hasta 50.000 libras. Qu'est-ce qui a changé dans la vie quotidienne de Santa Marta depuis qu'il y a du trafic de marijuana? Ben, il a changé beaucoup. Il a changé que, premièrement, on a plus de gens qui vivent ici, fils, disons,
Avant, c'était plus ou moins des touristes qui venaient dans les saisons, 3-4 saisons par an. Maintenant, on a dans les bâtiments les familles qui vivent permanentes et puis ça a augmenté la violence, ça a augmenté l'insécurité. C'est pas seulement pour le trafic de la marijuana, mais parce que ça grandit ici. Donc peut-être on n'était pas préparé pour ça. Ça a apporté de l'argent quand même. Ça a apporté naturellement de l'argent, surtout pour eux, et puis aussi pour le commerce, comme c'est naturel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du trafic de la drogue ici. Oui, il y en a beaucoup. Surtout ici, dans ce département, disons. Et on les connaît? Ben, on connaît tout le monde ici. On ne sait pas qui le fait et qui ne le fait pas. On sait qu'ils ont de l'argent, on ne sait pas d'où ils ont l'argent. Ce sont des commerçants comme nous, mais enfin, c'est plutôt secret pour dire publiquement, mais on peut supposer, c'est tout. Mais quand vous dites que ça a augmenté la violence et l'insécurité, comment, en quoi ça se sent? Ici, on a peur parce que les gens qui font ce trafic, naturellement, ils n'ont que les moyens de la violence pour se défendre. Donc, ils utilisent les armes. Parce qu'il y a beaucoup de règlements de compte entre bandes, entre trafiquants. Oui, il y en a beaucoup. La violence du trafic produit en effet chaque jour dans la région de Santa Marta 2 ou 3 cadavres comme celui-ci. We found approximately 8,000 pounds of marijuana plus 70 suitcases here of Quaaludes. Any cocaine? No, sir. When was the gold found? How? It was found yesterday morning by the Coast Guard cutter Cape Gull, which is based in Miami. The cutter was out on routine patrol. A boarding party went aboard this vessel and during their inspection discovered this hold full of marijuana and the Quaaludes. Where does the boat come from? This boat is home ported in Freeport, Texas, but we're not sure exactly where they picked up the contraband. You think it comes from Colombia? It's possible. Dans les cales du bateau arrêté par les gardes-côtes américains, emballées les 4 tonnes de marijuana. Une saisie relativement peu importante. Ici, l'une des 17 valises de Quaaludes, une nouvelle drogue chimique mise en circulation.
Pourquoi Miami est-elle un lieu aussi important pour le trafic de la drogue? Well, as you can see from the map, it is the closest point from Colombia from which the drugs, marijuana, cocaine, and methaqualone originate. Comme vous pouvez le voir, d'après la carte, c'est le point le plus proche de la Colombie d'où viennent les drogues, marijuana, cocaïne et méthaquam. Le sud de la Floride est également le lieu de regroupement favori des latino-américains. C'est ce qui tend à faciliter le transbordement des drogues. Ici, nous sommes également tout près des Bahamas, qui sont intensivement exploités depuis quelque temps pour les transferts de drogue. Miami, of course, is a financial capital, which is used to finance the drugs. The amount of money involved is mind-boggling. It's staggering. Miami est évidemment une capitale financière qui sert au financement de la drogue. La quantité d'argent en jeu vous embrouille l'esprit. On est éberlué en découvrant que, lorsque l'argent se manipule en de telles quantités, en liquide bien entendu, le contrebandier et le trafiquant de drogue n'ont plus le temps de le compter. Ils doivent le peser. Cela dépasse l'imagination. Et ne parlons pas de millions, mais de milliards de dollars engagés dans ce trafic illicite. Comment travaillez-vous pour essayer d'enrayer ce trafic? A number of ways. Primarily, we engage in financial investigations wherein we look at bank accounts to track the money back to the dope dealer. De diverses manières. Tout d'abord, nous ouvrons des enquêtes financières qui nous permettent d'examiner les comptes en banque. Nous faisons remonter l'argent jusqu'aux trafiquants de drogue. Une autre méthode est celle de l'agent provocateur qui s'infiltre dans les grands réseaux pour essayer ensuite de monter toute une conspiration afin d'enrayer la contrebande. Un autre moyen consiste à travailler avec les gouvernements étrangers dans leur pays pour les aider à intercepter et à arrêter la drogue avant qu'elle pénètre aux États-Unis. Can you tell us the story of this arrest? Yes, the defendant in this case was a bondsman, bail bondsman, in the area up in North Miami, who I negotiated with for the purchase of between 5 and 7 kilograms of cocaine. I used to meet him at his house, which was a private house in North Miami here, where he had a number of other individuals living with him. I purchased cocaine on approximately 4 occasions before finally arresting him approximately 2 years ago. How did you arrest him? He was arrested in possession of 8 ounces of cocaine. It was an undercover purchase. I went into the room, I saw the cocaine. He produced the cocaine, I saw it. I went outside to get the money, came back in, at which time I placed him under arrest. He also was in possession of a handgun, and he had a machine gun on the wall of his room. Yeah, and he didn't shoot you? No, we had information that that he was gonna shoot me and wrap me up and throw me in a canal in the Everglades and keep the money, but luckily it never happened. The house is coming up. Oh, yes. Where the cars are. Right, all the cars are. He made his business in his own house. Right, he had a private room that he used as an office and where he used to deal all his narcotics out of. It was a back bedroom. Is it a dangerous job, your job? Yeah, but it's rewarding. It's dangerous, but I enjoy the excitement. That's why I like doing the undercover work rather than surveillance or working shirt and tie investigations, which is also necessary. But I enjoy working undercover because I enjoy the adventure. I enjoy the challenge of people asking me questions undercover and playing the role. It's like a game. Exactly. It's exactly what it's like, a game. And that's why, like even this individual, after we arrested him, he came up and he told me he did a real good job because he tried to check me out. I've been checked out before by other individuals, and it has to be spur of the moment because it has to be natural. But the undercover agents sometimes lose the game. Yes, they do. Yes, they do. Fortunately for me, it's never happened up to this point. So.
Quelle proportion de la drogue entrant aux États-Unis parvenez-vous à saisir? Well, I have heard figures ranging from anywhere from 5% to 15%. We usually use the 10% figure. On m'a cité des chiffres allant de 5 à 15%, soit une moyenne de 10%. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre. Parfois, nous avons un bien meilleur taux de réussite. Je pense que cela peut aller jusqu'à 20 ou 25% à certains moments. Et ces avions qui sont ici, ils viennent d'où? Ce sont des avions américains qui sont tombés ici pendant la nuit parce qu'ils n'ont pas rencontré les endroits où ils allaient recueillir la marijuana. Alors, comme ils arrivent ici presque avec plus d'essence, ils sont obligés à chercher quelques endroit pour descendre. Alors, ils sont descendus la nuit ici. Les pilotes, ils les ont mis en prison. Peut-être ils ont payé, ils sont déjà dehors maintenant. Les avions, ils sont restés confisqués. Il y en a beaucoup qui arrivent comme ça clandestinement? Oui. Moi, je crois que tous les soirs, tous les jours, pas seulement ici à La Guajira, mais dans toute la côte de la Colombie, il y a peut-être une vingtaine chaque nuit. Et c'est difficile de venir de la Floride jusqu'ici avec ces petits avions? Non, pas du tout. Il y a à peu près 1100 milles d'ici à la Floride. Et alors, ces petits avions, ils leur mettent des tanks en plus, des réservoirs en plus, oui, pour de l'essence. Ils arrivent à peu près 7 heures. Papa de Ribacha, prosiga, comandante. El 1747, instrucciones para decolaje según plan de vuelo. Vuelo de observación sobre la zona de Manaure y Alta Guajira. Et la Guajira, c'est un désert. C'est presque un désert, vous le verrez. D'ici vers l'est, non? Il n'y a plus de route, il n'y a presque plus de végétation. Il n'y a que des Indiens qui vivent là, qui vivaient avant avec seulement le produit des chèvres, l'élèvement de chèvres, que c'est le seul animal qui peut vivre ici. Il n'y a plus de fleuves, il n'y a plus d'eau. Et maintenant, ils vivent du trafic. Ben, les Indiens, ils aident avec ça, non? Ils gagnent de l'argent. Ici, on vient de se poser sur une de ces innombrables pistes clandestines. Il en existe des dizaines et des dizaines dans toute la région de la Guajira. Cette région de la Guajira, qui est presque un désert avec un peu de végétation seulement, habitée essentiellement par des Indiens, a été depuis toujours une zone de contrebande pour la Colombie. Et c'est devenu presque naturellement, si on peut dire, une zone de trafic important. C'est ici en tout cas qu'a commencé le trafic qui maintenant s'étend également au reste du pays. La zone de la Guajira, depuis plus d'1 an, a été déclarée une zone interdite par le gouvernement colombien et c'est l'armée qui est chargée de s'occuper du contrôle de cette zone. Mais étant donné son étendue, étant donné la corruption
qui existe dans ce pays, étant donné le peu de moyens matériels dont dispose l'armée colombienne pour contrôler cette zone. On peut dire que pratiquement n'importe quel avion clandestin peut venir et se poser comme on vient de le faire maintenant. On peut arriver ici soit par mer avec les bateaux. Les Indiens se chargent de récupérer la marijuana qui arrive par camion depuis l'intérieur du pays, les embarquent sur des pirogues, sur les grands bateaux en haute mer, et ces bateaux vont jusqu'aux États-Unis. Ou alors ce sont des avions qui viennent, pilotés par d'anciens pilotes du Vietnam, pilotés même, nous a-t-on dit, parfois par des pilotes de compagnie régulières qui touchent en tout cas au minimum 50 000 $ par voyage pour emmener 10, 15, 20 tonnes de marijuana aux États-Unis. Et il y a des pilotes qui ont fait beaucoup de vols, ils connaissent, ils savent déjà où ils vont. Des fois, ça se passe que les pilotes que c'est la première fois qu'ils viennent, se crashent, il y en a beaucoup qui sont tués aussi. Ici, il y a un avion cassé. Et c'est pas là. C'est une hélice. Et tout. C'est un avion brûlé, ouais. Mais il y a des verres. Et vous avez déjà fait des propositions? Oui, plusieurs fois. Combien de fois? 40, 50 fois. Parce que surtout ils connaissent, il y a des gens même que je ne connais même pas. Et ils arrivent parce qu'ils savent que j'ai un avion plus gros que celui-là. Alors même les propositions, c'est d'aller avec mon avion jusqu'à là-bas. Et vous offrez beaucoup d'argent pour ça? Oui, la même chose qu'ils peuvent payer un pilote américain. J'ai toujours refusé. Ouais. C'est pour ça que je suis en train encore de voler. Pourquoi vous avez refusé? Je vous ai dit avant, non? J'ai une femme, 3 enfants. Depuis la prison aux États-Unis, je ne peux pas les soutenir. Hein? Et c'est une tentation pour un pilote, hein? Oui, vraiment. Bandera sin bandera, gente, gente, tu problema es mi problema, amarillo es oro, azul sangra azul, y el pobre rojo sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Ñaña Pérez, cultivador, cultiva en la sierra, y es un gran fumador. Lo que no importa es dónde se fuma, ni dónde se vende, sino dónde se siembra. Tu patria es mi patria, tu bandera es mi bandera. Gente, gente, tu problema es mi problema. Amarillo es oro, azul sangra azul, y el pobre rojo sangra, que sangra, que sangra, que sangra. Ñaña Pérez, cultivador, cultiva en la sierra y es un gran fumador. Lo que no importa es dónde se fuma, ni dónde se vende, sino dónde se siembra. Pour lutter contre le trafic de la marijuana, une unité spéciale de l'armée colombienne a été envoyée sur la côte nord, la 2e brigade. Ces troupes sont renouvelées constamment afin d'éviter leur corruption. Résultat, en une année, 35 tonnes seulement de marijuana brûlée sur les 15 000 produites dans le pays. ¿Este cigarrillo? Picadura para pipa, para maestro, aquí va la pipa adentro. Diciembre del 78.
Bien sûr, il y a des contrôles sur les routes. Bien sûr, il existe une répression. Mais sur les 1600 trafiquants actuellement détenus dans les prisons colombiennes, combien y a-t-il de grands responsables? Pourtant, à Barranquilla comme à Santa Marta ou Rio Hacha, tout le monde connaît les capos, ces chefs de réseau. Devenus multimillionnaires en moins de 10 ans, leur puissance les met à l'abri. Nous sommes même parvenus à approcher l'un d'eux. Écoutez-le attentivement. Malgré l'ambiguïté de ses réponses, nous savons avec certitude que cet homme appartient à l'un des principaux clans de la mafia colombienne. Est-ce que vous êtes de ceux qui profitent de ce commerce de la marijuana? No, pero indirectamente muchas personas se están beneficiando. Por ejemplo, non, mais indirectement. Beaucoup de gens en bénéficient. Par exemple, les patrons d'un magasin en bénéficient indirectement parce qu'il y a de l'argent qui circule et eux peuvent vendre plus que s'il n'y en avait pas. Les constructeurs de nos jours construisent beaucoup parce qu'il y a de l'argent qui circule. Alors eux bénéficient indirectement de la marijuana. Mais est-ce que ça ne pose pas tout de même un problème moral? Moral. Bueno, todo tráfico ilegal yo creo que conlleva un problema moral, porque y sobre todo. Tout trafic illégal, je crois, pose un problème moral. Surtout celui-là, car il y a en jeu une grande quantité d'argent, et cela dans la clandestinité. Et là entre en jeu la morale, puisqu'ils sont obligés de remettre de grandes quantités d'argent à différentes autorités pour pouvoir continuer. Si c'était légal, ce ne serait pas le cas. A pasar grandes sumas de dinero a muchas autoridades para poder hacer esos. Que si eso estuviera legal, pues no se vieran precisados hacer eso. Et comment se fait-il qu'il s'agisse d'une activité illégale et que ceux qui s'y adonnent ne sont pas vraiment des inconnus, enfin tout le monde les connaît? Aquí hay un problema muy grave, que es una actividad que no es legal, pero toda la gente que lo hace, este comercio, está conocido de todos, de la policía, de toda la gente lo conoce. ¿Por qué? Il ne se cache pas. Y no se esconde. Porque, como te digo, pues es un comercio que yo creo que directamente el mal que le está haciendo al país no es un gran mal que le está haciendo. Parce que, comme je te disais, c'est un commerce. En fait, le mal qu'il fait au pays n'est pas un grand mal, car la consommation de marijuana en Colombie est très minime par rapport à ce que le pays produit. Il y a une telle quantité d'argent qui est en jeu dans ce commerce que cela permet toutes sortes de choses. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une nouvelle classe sociale qui est en train de naître en Colombie? Oui, effectivement, on peut parler d'une nouvelle classe sociale. Mais ça a tout de même créé un climat d'insécurité dans le pays. Il y a beaucoup de règlements de compte, il y a beaucoup de morts dues au trafic de la marijuana. Pues sí, se han ocasionado algunas muertes, pero eso debido pues a que como es un negocio que está, como le digo, en la clandestinidad, no es un negocio legal, entonces... Oui, il y a eu quelques morts. Comme je vous le disais, ce commerce étant clandestin, illégal, quelqu'un qui a un problème doit se débrouiller seul. On ne peut pas faire appel aux autorités pour qu'elles interviennent. Ce ne serait pas le cas si c'était légal. Alors le régler directement, ça veut dire le régler avec les armes. Oui, on en arrive là. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible pour la Colombie de légaliser la marijuana? El gobierno de Colombia no acepta legalizar la marihuana. Esto lo hemos estudiado, se han hecho debates públicos, se han presentado... Le gouvernement de Colombie n'accepte pas de légaliser la marijuana. Nous avons étudié la question, nous avons fait des débats publics, il y a eu des arguments pour et contre la légalisation, mais le gouvernement doit appliquer la loi. C'est un problème d'ordre institutionnel et il n'y a pas que cet aspect-là. Nous considérons que si on légalisait la marijuana, alors qu'elle est un si bon commerce, le mal pour l'économie nationale serait immense.
Je vous donne un exemple. L'agriculture ne pourrait pas être compétitive avec la marijuana. L'agriculture disparaîtrait du territoire national. La marihuana sería un negocio mucho más lucrativo, extraordinariamente tentador, y podríamos amenazar a nuestra comunidad por la falta de alimentos. La marijuana serait un commerce beaucoup plus lucratif, extraordinairement plus tentant, et notre communauté pourrait être menacée par le manque d'aliments. Par contre, nous observons aussi que des devises illégales qui entrent provoquent l'inflation. C'est un inconvénient pour le gouvernement. Quand les devises entrent, nous essayons de les contrôler. Bogota, capitale de la Colombie, est également l'une des capitales de la drogue dans le monde. Ici, il n'y a plus seulement la marijuana, il y a aussi et surtout la cocaïne, celle qui vient du Pérou et de Bolivie, mais qui est raffinée ici dans des laboratoires clandestins. Dans ce pays pauvre qu'est la Colombie, les milliards de la drogue sont davantage qu'une tentation. Pour certains, c'est la seule ressource économique. ¿Qué drogas tú puedes venderme? Yo le vendo marihuana, cocaína, base, hongos, ácidos. Pues, ¿es posible mirar la mercancía? Yes. Sí. ¿La marimba? Yeah. ¿Cuánto es? ¿Un once? Una onza. ¿Cuánto es el precio por una once? 350. Okay. ¿Cocaína también? Cocaína 1500. ¿Es posible mirar? Yes. Sí. ¿Es cocaína pura? Legítima. 1500. Tiene el 90. 90% de cocaína. De cocaína. ¿Hay otra? Tengo hachís. ¿Esto cuánto es? 1 gramo. ¿El precio? 150. ¿Y otras? Pepas. ¿Cuánto es? Es una píldora. Vale 20 pesos. 20 pesos. ¿Acabó? No. ¿100 otras? Lacio. Calla. Bueno. ¿Ácido? Sí. Yo voy a comprarte la marimba y la cocaína. ¿Ok? Bueno. Wow. ¿Está bien? Ok. Ya. ¿Tú cómo haces para ser en contacto con los clientes en Bogotá? Pues yo estudio mediodía. Sí. Y el resto del tiempo del otro mediodía me la paso en los hoteles vendiéndole a los americanos. ¿Cómo hacen los americanos por saber que tú vendes drogas? Porque yo les insinúo primero. Y ellos, pues sí, y otros no. ¿Y cómo hace para comprar la mercancía?
Yo tengo un amigo. ¿Y tú compras a él? Yo se la compro a él y se la vendo al cliente. ¿Es un business peligroso de vender la droga en Bogotá? Sí, toca con mucho cuidado, porque la ley interviene mucho en la droga. ¿Y la policía? La ley. ¿Por qué tú haces esta actividad? Porque me gusta. ¿Te gusta o tú de necesidad? De necesidad, y me gusta tener clientes. Porque tú dices que a la mañana tú vas a escuela a hacer estudios. ¿Qué estudios? Estudio bachillerato, contabilidad. El resto del tiempo tú haces Hago tráfico, cualquier droga. ¿Y qué haces con el dinero que tú...? Ayudo para mis estudios y para mi casa. ¿Para tu casa? ¿Tú tienes familia aquí? Mi mamá, pero entonces como ella es enferma, entonces yo tengo que apoyarla, que soy el único varón. ¿Tu mamá sabe que tú tienes dinero haciendo tráfico? No. ¿Qué le dice? Yo le digo que trabajo. ¿Que trabaja? Y ella no sabe. Comme vous avez pu le voir, on a acheté à titre expérimental de très petites quantités de drogue ici à Bogota. D'ailleurs, les drogues que nous avons achetées, on va tout de suite les tester pour voir si ce sont réellement de la cocaïne d'une part et de la marijuana de l'autre part. Alors j'ai ici des narcotests qui sont des tests utilisés par les services de police ou de la douane pour vérifier immédiatement s'il s'agit bien d'une drogue. Celui-ci, c'est pour la marijuana. Je mets un peu de marijuana que je viens d'acheter dans cette éprouvette qui contient des acides. Et normalement, je casse le premier acide, le deuxième acide, et normalement, ça devrait devenir rouge, s'il s'agit bien de marijuana. Ça devient effectivement rouge. C'est de la marijuana. Le dealer m'avait même dit que c'était de la marijuana de très bonne qualité. En ce qui concerne la cocaïne, c'est le même principe. Ça devrait suffire. Et je la mélange et ça doit devenir bleu. Et ça devient effectivement bleuté. To go up to the quantity of a kilogram means going much further up the scale. Means going up from the street man to a middleman to the big man. Atteindre la quantité d'un kilo, c'est gravir plusieurs échelons, c'est passer du trottoir à l'intermédiaire et au gros bonnet. Vous contactez un bonhomme sur le trottoir, vous obtenez de lui un échantillon. Il vous présentera ensuite à son supérieur immédiat, lequel se chargera de vous présenter au gros bonnet. L'affaire s'étendra sur plusieurs jours, avec beaucoup de vérifications pour savoir qui vous fréquentez. Vous pourrez être suivi pendant un certain temps. Vous aurez à mettre au point un système pour échanger l'argent contre la marchandise en prenant les plus grandes précautions. C'est la partie la plus délicate et la plus difficile car il y a ceux qu'ils appellent les avions, ces bandits qui vous tombent dessus au bon moment et exigent que tout le monde mette les mains en l'air pour voler la drogue et l'argent. C'est pourquoi ils aiment opérer d'une voiture à l'autre, éventuellement dans le parking d'un restaurant ou d'un hôtel. Une voiture arrive avec le trafiquant et son garde du corps, et il peut y en avoir une autre à côté avec un autre garde du corps. L'acheteur arrive dans une autre voiture. On arrête peut-être les deux voitures sur le parking d'un restaurant de manière à ouvrir la portière de l'une puis celle de l'autre, et c'est entre les deux voitures que l'argent est compté, la cocaïne pesée rapidement sur une petite balance portative. On procède à l'échange et les deux voitures s'éloignent dans des directions différentes. The money is counted, the cocaine is weighed quickly with a portable weighing scale. The exchange is made,
and the two cars drive off in opposite directions. Is it dangerous? It is very dangerous. C'est très dangereux. Tout le monde a peur, tout d'abord des bandits. Ensuite, on a peur de se faire voler l'argent ou la drogue par la partie adverse. Et enfin, on a peur qu'il s'agisse d'un piège tendu par la police. La plupart du temps, il faut se contenter de traiter pour de petites quantités. Lors de la première rencontre, vous achèterez 50 grammes, la deuxième fois 100 ou 200 grammes, la fois suivante 500 grammes ou 1 kilo, et pour finir le solde. Mais seulement après échange d'une quantité importante. Les deux parties se feront alors confiance et elles seront sûres que leur façon d'opérer et que les connexions sont correctes. Elles seront persuadées qu'il ne se commettra pas d'erreur et que personne ne trahira l'autre. Ils sont toujours flanqués de gardes du corps pour les affaires de cette importance, parce qu'un kilo, par exemple, coûte entre 12 et 25 000 $ selon sa pureté et la qualité de la connexion. Donc, s'il s'agit d'une affaire de 4 kilos, cela peut représenter 100 000 $ liquides. Des bandits tuent très facilement pour une telle somme, et même pour beaucoup moins. Deal that could be as much as $100,000 cash. Bandits kill for that very easily, for much less. Vaya por ese lado. El 10 de septiembre de 1979, aproximadamente a las 2 de la tarde, miembros especializados del grupo de narcóticos del F2 de la Policía Nacional penetraron a esta residencia campestre y después de un registro cuidadoso encontraron en ella un total de aproximadamente 400 kilos de cocaína que con anterioridad habían sido depositados por una organización de traficantes que naturalmente estaba siendo blanco de vigilancia y seguimientos por parte del personal de este grupo que he mencionado. En réalité, cette opération aura permis à la police de Bogota de saisir au total 800 kilos de cocaïne, soit en valeur l'équivalent de 2 fois le budget national du pays. How many people did you arrest? Bueno, aquí solamente 3 personas, pero en la operación en general fueron arrestadas 20, incluyendo pues algunos cabecillas de la organización y otras personas con distintas categorías dentro de la misma. Estoy convencido de que es el golpe más contundente que se le ha podido dar a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes aquí en Colombia. Y pues me atrevo también a decir que en el mundo es también el golpe más sensacional, más espectacular que estas organizaciones de traficantes de drogas han podido recibir. El que comercia cocaína nunca comercia marihuana. Y el que comercia marihuana nunca comercia cocaína. Ellos tienen sus renglones de trabajo. Muchas veces hay conceptos entre los traficantes muy claros. Celui qui fait du trafic de cocaïne ne vend pas de marijuana et celui qui fait du trafic de marijuana ne s'occupe pas de cocaïne. Chacun a des règles de travail et souvent il existe des concepts très clairs entre les trafiquants. Une fois un chef trafiquant disait qu'il préférait travailler avec la marijuana parce que les gens qui travaillent avec elle sont des personnes plus passives qui s'identifient à l'herbe. Et les gens qui travaillent avec la cocaïne, qui s'identifient aux produits, sont un peu plus agressifs et plus nerveux dans leur façon de travailler.
Dès lors, les deux groupes sont totalement définis. Une organisation qui trafique avec les deux groupes est exceptionnelle. Comment se fait-il qu'il y ait des trafiquants dans le domaine de la marijuana connus et qui sont en liberté et que tous les gens connaissent? Es el problema de establecer las pruebas con las cuales los jueces puedan conducir a la cárcel a una persona. Se trata de privarla de la libertad y para eso debe acreditar las pruebas. Le problème est d'établir les preuves qui permettront au juge d'enfermer une personne. Il s'agit de la priver de liberté, donc il faut des preuves. Les personnes auxquelles vous faites allusion sont sûrement des gens très puissants qui n'interviennent pas directement, qui n'apparaissent jamais dans le commerce même et qui se servent d'autres personnes. Alors on n'a jamais réussi à établir rapidement des preuves à leur encontre. Bien sûr, il y a des exceptions, on a pu en arrêter beaucoup. Pero ustedes recordarán, porque ya está en la historia criminal del mundo, el caso de Al Capone, que todo el mundo sabía qué clase de delitos perpetraba. Vous vous souvenez d'Al Capone, un nom qui est entré dans l'histoire du monde criminel. Tout le monde savait quelle sorte de délit il commettait. On n'a jamais pu le prouver et, à cause d'une falsification dans ses livres de comptabilité, il a fini en prison. Ici, la même chose peut arriver. Mais le plus important, c'est que nous remportons beaucoup de succès dans la lutte contre la drogue. I was arrested June the 9th, 1977 in the airport here in Bogota, Colombia. How it happened? I was on a flight from Cali, Colombia to Miami in Florida, United States, and we stopped over in Bogota to pick up other passengers. And while we were waiting in the airport for other passengers to board, four gentlemen came on the plane and took me off the plane, and I was searched, and I was caught that way. What were you carrying? I was carrying cocaine in the amount of 4 kilos. Was it your first time? No, this was not my first trip to Colombia, but evidently it was one trip too many. How much would have you received as profit if you had succeeded in your trip with 4 kilos of cocaine? I think the 4 kilos would have brought me close to $400,000 in gross profit. And since I paid $60,000 for it here, I would have made about $340,000 in rough figures. And how many months have you been charged in jail? I've been here in the Cárcel Modelo for 28 months, and I've already been to trial, and in the courts have condemned me to 40 months, but I will pay those with a total of 30 months, since I'll get 10 months reduction for good behavior. Is it difficult to get in the business? How did you get in? Back in 1975, I went to a party in the United States, and at that particular party, there was a large amount of drugs, cocaine, marijuana, and an assortment of pills, and it was at that particular party that I tried cocaine. And after the party, later on in the month, I thought I would like to buy some more, and so I went to buy cocaine,
and I found out that it was more than $100 for 1 gram of cocaine, and I did not particularly wish to pay that price. So in talking to individuals who were selling cocaine, I found out that the best place to buy this merchandise was in Colombia. So I came to Colombia to get my own and bought extra also so I could make a profit, pay for the trip, and that kind of thing. Do you regret or you take it easy? Well, I'd rather not be paying the time here, but I don't regret getting into the business, and I think this, even though it's been a long time, it's been an extremely good experience, a valuable experience, and I don't think I would want to pay it again. What did you do except trafficking drugs before? Before I came to Colombia, I spent some time working in the educational system in America. You were a teacher? I was a teacher. How old are you? I'm 31 years old. I thank you very much. Thank you. Good luck. I'll need it. I'll need it. Parcours entre la Colombie et les États-Unis que la drogue prend une grande partie de sa valeur étant donné les risques qu'il y a à la transporter. Le gramme de cocaïne que nous avons acheté l'autre soir à Bogota, nous l'avons payé environ $40. Eh bien, ce même gramme de cocaïne, on va le retrouver demain ou après-demain à New York au détail au prix de $160, c'est-à-dire 4 fois plus. Mais le gramme de cocaïne qu'on avait acheté à Bogota, il était pur à 80% à peu près. Or, sur le marché du détail à New York, il aura été coupé 3 ou 4 fois. Ça veut dire qu'en fait, avec un seul gramme de cocaïne de Bogota, on en vendra 4 à New York. Ça veut dire que le prix peut aller jusqu'à 16 fois plus qu'en Colombie. En ce qui concerne la marijuana, la livre, c'est-à-dire 500 grammes de marijuana, sont payés aux paysans colombiens, ce paysan que nous avons filmé, $4 la livre. La livre que nous avons achetée dans la rue à Bogota, aux revendeurs au détail, nous l'avons payée à $100 la livre. Et aux États-Unis, cette même livre de marijuana vaut 4 fois plus, c'est-à-dire $400. Il faut savoir que pour chaque dollar payé aux États-Unis, il y a 80 cents qui demeurent aux États-Unis. Il y a 16 cents qui vont en Colombie aux mains des grands trafiquants, les grands patrons de la mafia. Il y a 3 cents qui vont aux différents intermédiaires, c'est-à-dire les transporteurs, les propriétaires de terrain où se posent les avions, où embarquent les bateaux. Et il y a 1 cent seulement qui revient aux paysans producteurs de la marijuana. Deux constatations pour conclure. Premièrement, les États-Unis consomment 12 000 tonnes de marijuana chaque année. Tant que cette fabuleuse demande existera, il y aura toujours des pays producteurs et il y aura toujours des trafiquants pour faire parvenir l'herbe du cultivateur au consommateur. Ceux qui la dirigent savent que la bataille contre le trafic est perdue d'avance. Deuxièmement, le problème de la drogue est celui des pays consommateurs, c'est-à-dire principalement des pays occidentaux riches et industrialisés. Mais la marijuana n'est pas un problème pour les Colombiens. Pour eux, habitants d'un pays en voie de développement, la marijuana est simplement, après le café, la seconde richesse nationale, même si elle demeure illégale. Tu patria es mi patria, tu bandera es mi bandera. Gente, gente, tu problema es mi problema. Amarillo es oro, azul sangra azul, y el pobre rojo sangra que sangra, que sangra, que sangra. Ñaña Pérez, cultivador, cultiva en la sierra y es un gran fumador. Lo que no importa es
es donde se fuma, ni donde se vende, sino donde se siembra.